Bienvenue à ce webinaire où on va parler aujourd'hui de l'ISTQB 2023. On va parler des différences qui concernent avec l'ISTQB 2018. Donc on parle de l'ISTQB Fondation. Pendant toute la présentation, en fait, je vais commencer par vous présenter SSID, après je vais vous présenter justement les différences entre l'ISTQB 2018 et l'ISTQB 2023. Au fur et à mesure, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et en fait, en fin de présentation, je reprendrai tout ce que vous avez écrit et j'essaierai de répondre à chacune de vos questions. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Ouais, c'est bon. Parfait, merci. Alors, en fait, j'ai décidé de vous présenter un des chapitres qui a été modifié au cours de la nouvelle version de l'ISTQB. Donc, j'ai pris le chapitre 1.5. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas très long. On va pouvoir en parler pendant un peu moins d'une demi-heure. C'est un chapitre qui a eu quelques modifications. C'est un chapitre qui est intéressant parce que justement, on va parler des compétences essentielles et des bonnes pratiques en matière de test. Donc, j'ai choisi celui-là. J'aurais pu en prendre un autre, mais il a fallu faire un choix. J'ai pris celui-là parce que je trouvais qu'il passait bien dans le cadre d'un webinaire. Je vais me présenter. Je suis directeur pédagogique chez SSID. Je suis formateur en test et en agilité. Ça fait bientôt 4 ans que je suis chez SSID où j'ai participé à la création de l'école SSID. On a une offre de formation en test manuel, test automatisé, en agilité, en gestion de projet, en stratégie de test. Et chez SSID, j'ai écrit le support de l'ISTQB 2023. Et on était super fiers en France d'être les premiers à être accrédités justement pour cette nouvelle mouture de l'ISTQB. Je vais vous présenter SSID déjà pour ceux qui n'ont pas la chance de nous connaître pour l'instant et qui vont nous connaître bientôt grâce à ce genre de webinaire. SSID Testing Agency, en fait, on est un pure player du test logiciel, de la qualification logicielle. En fait, nous, on n'a que des testeurs, des test leaders, des test managers. C'est vraiment notre cœur de métier et notre force principale, justement, c'est ça, c'est d'être 100% testing. On est également, je vous l'ai dit, un organisme de formation. On est certifié Calliope. Ça fait une dizaine d'années que l'agence a été ouverte et maintenant, il y a 3 agences, une à Lille, une à Lyon et depuis peu, une à Paris. Vous avez les photos là, c'est les vrais locaux SSID. Voilà, c'est vraiment de toute façon le décor que vous voyez sur les images est juste derrière moi. On est une 50aine de collaborateurs. On a une dizaine de formateurs qui interviennent en temps réel justement sur tous les modules de formation qu'on anime. Tous nos consultants sont certifiés ISTQB Fondation. Donc jusqu'à présent le 2018 et maintenant on va former les prochains qui arrivent, on va les former au 2023. On est une société Great Place to Work. On est basé dans le Nord, donc on a beaucoup de clients qui travaillent dans le retail. De toute façon, pour la région lilloise, c'est un peu un obligé en fait de connaître le retail. Nos savoir-faire, on a une régie testing, on a un centre de service lillois, on a une TRA justement où on peut dérouler vos cas de test à votre place. On a des équipes qui justement déroule vos cas de test, gère vos environnements de test, vos jeux de données. On a une cellule expertise qui est spécialisée dans l'accompagnement des méthodes, dans les process QA, dans l'amélioration continue. Nos experts sont capables d'écrire des stratégies de test manuelles ou des stratégies de test automatisées, et avec des études et des mises en place de solutions pour des POC, pour des solutions automatisées. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le centre de formation. On est certifié Calliope. Depuis le 17 octobre, on est les premiers en France à avoir eu l'accréditation. Donc l'ISTQB est sorti à la JFTL au mois de juin cette année. Et depuis le 17 octobre, on a eu cette certification et c'était vraiment beaucoup de travail de la part de toutes les équipes SSID pour justement créer ce nouveau support et qui soit validé, et on l'a fait valider du premier coup sans aucune remarque. Donc on était très fiers de ça. On a d'autres formations qui sont des outils de test comme Cypress, comme Cerberus, RoboFramework, Postman. J'ai pas mis Karaté mais j'aurais pu le mettre.
on a aussi, on fait passer des certifications autres que ISTQB. On peut faire passer PSPO pour Product Owner, PSM. On peut. Alors, on vous forme pas encore en géothermie, en thermodynamique des fluides ou en fissure nucléaire, mais c'est peut-être pour bientôt. Pour l'instant, on va rester sur le testing logiciel. Je vous ai mis quelques références de clients chez qui on intervient. J'avais pas la place pour tous les mettre, mais de toute façon, n'hésitez pas à vous rapprocher du site ssid.fr. On vous expliquera ce qu'on peut faire pour vous et comment on peut vous aider au maximum. Donc, j'ai décidé de vous parler un peu, déjà, de vous faire la même introduction que pour l'ISTQB. Et après, on parlera juste du chapitre qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, les chapitres de la formation, vous les avez là, les 6 nouveaux chapitres. Il y avait déjà 6 chapitres, mais ils ont vraiment été remasterisés, réécrits. On le verra sur les slides d'après, justement, j'ai essayé de lister toutes les différences qu'il y avait entre chacun des chapitres. On va avoir une grosse partie sur les fondamentaux des tests, pour expliquer un peu ce qu'est le test, pourquoi c'est nécessaire de tester, les 7 principes de test. On va parler de compétences essentielles et de bonnes pratiques en matière de test, donc c'est bien ce chapitre-là que je vais vous déployer aujourd'hui. On parle aussi de tester tout au long du cycle de vie du développement logiciel, donc parce qu'en fait, on va devoir tester aussi bien en méthodes agiles qu'en cycle en V, ou même en agilité à l'échelle. Il y a de plus en plus de clients qui font du SAFe, du Nexus ou du LESS pour avoir de l'agilité à très gros volume de personnel. Le test statique sur le chapitre 3 a été très réduit. L'analyse et conception des tests, le 4e chapitre, c'est un chapitre très long où vraiment on vous apprend des techniques de test et où là vraiment il y a eu vraiment beaucoup plus d'agilité sur ce chapitre-là. Gestion des activités de test a peu changé et outils pour les tests. En fait, il y a beaucoup moins d'exemples dans le nouvel ISTQB. Et en fait, maintenant, c'est à nous, les formateurs, de trouver des exemples pour donner toutes les billes et tous les tenants et aboutissants de chacun de ces chapitres. Alors, le chapitre 1. Qu'est-ce qui a changé entre l'ISTQB 2018 et l'ISTQB 2023 ? On a élargi et amélioré la section sur les compétences en matière de test. C'est justement ce chapitre aujourd'hui. Il y a une section qui a été ajoutée sur l'approche équipe et intégrée. Voilà, je vais en parler, expliquer le rôle du testeur au sein d'une équipe agile. L'indépendance des tests. Avant, c'était dans le chapitre 5, maintenant c'est arrivé dans le chapitre 1. Et c'est vrai que quand on animait les cours sur la formation 2018, on parlait déjà de l'indépendance des tests à ce moment-là. Donc c'est la suite logique de l'avoir intégré dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, les modifications, en fait, il y a un accent agile qui a été fortement impliqué. C'est-à-dire, on va parler maintenant d'approche pilotée par les tests, de shift left, de rétrospective. On parle un peu de DevOps. Alors, on ne fait pas 100% de DevOps sur un syllabus de 93 pages. Il n'y a qu'un seul paragraphe qui parle du DevOps. Mais de plus en plus de clients utilisent le DevOps. Donc, on est obligé de s'adapter. Pour ceux qui avaient déjà l'ISTQB 2018, on parlait de 4 niveaux de test. Test unitaire, test d'intégration, test système et test d'acceptation. Le test d'intégration a vraiment été scindé en deux, entre l'intégration de composants et l'intégration de système. Pourquoi ? Parce que c'est pas les mêmes acteurs. L'intégration de composants se fait plus au niveau développeur et l'intégration de système, c'est déjà le testeur, qu'il soit manuel ou automaticien, qui commence à intervenir. Sur le 3e chapitre, sur les tests statiques, les techniques de revue ont été supprimées. Donc pour moi, c'est bien en tant que formateur, parce que c'est le chapitre qu'on fait le 2e après-midi, juste après le repas. Et quand tous les gens sont en période de digestion, c'était un chapitre qui était assez long à expliquer. Et voilà, on a enlevé toutes les techniques de revue. Donc en fait, le but, le syllabus, c'est pas juste la fusion de l'ISTQB Fondation et l'ISTQB Agile. En fait, les deux documents ont été fusionnés, mais vraiment dégrossi, vraiment le document global a été réduit. Sur le chapitre 4, on a, pour l'analyse et la conception des tests, on a supprimé les notions de cas d'utilisation. Maintenant, on a des approches de tests telles que l'ATDD, donc le développement dirigé par les tests d'acceptation. On parle de user story, c'est ça le US. On parle de critères d'acceptation.
Il y avait toute une partie de tests boîte blanche où on parlait de couverture des décisions, couverture des tests. Maintenant, on parle de couverture de branche. Le CFTL nous dit que c'est plus raccord avec la réalité du terrain et que les gens comprennent mieux la valeur des couvertures de branche plutôt que des couvertures juste des décisions ou des conditions. Les tests boîte blanche ont été changés également, en insistant plus sur l'intérêt des tests boîte blanche. Les tests boîte blanche, vous voyez à l'intérieur, c'est souvent des tests qui sont faits en premier lieu par les développeurs où on voit justement le code et on peut suivre ce que deviennent chacune des variables. Sur le 5e chapitre, la gestion des activités de test, il y a toute une section qui est disparue, celle qui parlait des différentes stratégies et approches de test. Il y avait 7 méthodologies pour écrire une stratégie de test. On parlait de stratégie réactive, basée sur des modèles, basée sur une norme. Tout ça c'est parti parce que ça a été jugé plus forcément utile dans le niveau fondation. Donc c'est toujours présent dans les niveaux avancés. Il y a des éléments de technique d'estimation qui ont changé. Avant, on faisait des valeurs limites à 2 valeurs par limite. Là, maintenant, on est à 3 valeurs par limite. On a des estimations un peu qui ont changé et qui ont nécessité de mettre à jour tous les exercices du cours. Désormais, on parle aussi de planification des itérations des releases, de la pyramide de test, des cadrans de test. Alors tout ça, c'était déjà présent. La pyramide de test et les cadrans de test étaient déjà présents dans l'ISTQB Agile. Donc vous verrez, si vous avez passé l'ISTQB Agile, les cadrans de test, c'était du par cœur. Il fallait connaître les cadrans Q1, Q2, Q3, Q4, savoir si c'était des tests automatisés ou manuels, ou nécessitant des outils. Ils sont toujours présents, les cadrans ont été ramenés directement dans le chapitre 5. Il y a une gestion des risques aussi qui est différente. Maintenant, on a vraiment 4 phases distinctes qui sont identification, évaluation, atténuation des risques et surveillance. Les concepts sont développés plus loin, justement parce que le risk-based testing est un élément très important chez beaucoup de clients. Et sur les outils, avant, il y avait toute une section qui parlait de la sélection des outils, de l'importance de faire un projet pilote, de le déploiement, de ne pas le faire en mode Big Bang, pour pas déployer tout d'un coup, mais vraiment de le faire en mode progressif dans une entreprise. Tout ça, ça a été supprimé, la section sur les outils de test. Maintenant, elle va durer, je crois, une vingtaine de minutes. Ça a été vraiment condensé. Pourquoi ? Parce que il y avait très peu de questions sur la sélection des outils. Et donc, c'est pour ça que le support a été adapté. Comment ça marche l'ISTQB ? En fait, vous avez 3 niveaux de questions. Vous avez des K1, des K2, des K3. K1, au moment de l'examen, je dis toujours à mes stagiaires, vous allez y passer 10 secondes. C'est du par cœur. Vous avez la réponse directement. Combien il y a de principes de test ? 7. Voilà. On ne réfléchit pas, on y passe 10 secondes. Les K2, il faut comprendre. Il faut pouvoir sélectionner les réponses, justifier, classer, donner des exemples. Donc les K2, à l'examen, je vous conseille d'y passer environ 1 minute. Pourquoi le temps il est très important ? Parce que les K3, vous allez devoir mettre en application. Vous allez devoir avoir une feuille de brouillon, dessiner, faire un schéma, essayer de comprendre. On avait ça, et déjà sur l'ISTQB 2018, on avait toute la partie où il fallait dessiner des partitions d'équivalence, écrire des valeurs limites, créer des tables de décision. Et en fait, il vous faut énormément de temps. L'examen dure 1 heure, mais il vous faut énormément de temps pour les K3. Et pour avoir du temps pour les K3, il n'y a pas le choix, il faut le gagner sur les K1 et sur les K2. Les K1, les K2, les K3, est-ce qu'il y en a beaucoup à l'examen ? Vous avez la réponse là sous les yeux. Vous avez 8 questions sur le chapitre 1, 6 questions sur le chapitre 2, avec le détail les numéros qui sont dans la colonne objectif d'apprentissage sont les numéros à la fois du chapitre du cours et aussi des chapitres du syllabus. En fait, j'ai vraiment gardé une cohérence entre le cours, le PowerPoint que je diffuse pendant que je fais mes formations, et les chapitres justement du syllabus. Comme ça, s'il y a un point qui vous paraît pas clair, il suffit juste de regarder le numéro de page sur lequel vous êtes et d'aller dans le syllabus. On est raccord à chaque fois. Donc, on est dans le chapitre 1, fondamentaux des tests. C'est un chapitre sur lequel on est censé passer à peu près 3 heures. Alors, le temps, pour l'instant, on n'a pas encore le temps vraiment de donner le nouvel ISTQB à beaucoup d'entreprises.
Donc le temps, on va le régler sur les premières sessions. En fait, le temps qu'on va passer, le but, ce sera vraiment que tout le monde puisse comprendre toutes les notions. Parce que, voilà, en 4 jours, il faut faire tout le cours, il faut faire un examen blanc, la correction de l'examen blanc, et en plus, après, passer l'examen réel. En 4 jours, ça passe bien. L'ISTQB, on peut même choisir de le passer en 3 jours. Nous, chez SSID, on préfère le passer en 4. Ça fait moins bourrage de crâne. C'est moins compliqué et c'est plus facile de le faire en 4 jours pour un apprentissage plus serein. Les 5 chapitres les 5 sous-chapitres du chapitre 1 sont ceux-là. Donc, que sont les tests? Pourquoi est-il nécessaire de tester? Quels sont les principes de test, les activités de test? Et nous, on va se concentrer que sur le chapitre 1.5. Alors, les bonnes compétences. Alors, les bonnes compétences pour être un bon testeur, en fait, on va vous demander d'avoir des connaissances. Alors, ce que vous voyez là, c'est exactement les slides que vous verrez en cours si vous vous inscrivez sur les prochaines sessions. Donc, on va vous demander d'abord des bonnes connaissances en matière de test pour être plus efficace. On va vous demander d'avoir de la rigueur, de l'attention, de la curiosité, un souci du détail, être capable de suivre une méthode, une méthodologie, pour pouvoir identifier les défauts, même difficiles, parce que en fait, trouver des défauts par hasard, on peut tous tomber sur des défauts, mais en fait, le but, c'est d'être capable d'aller dire à cet endroit-là, je garantis qu'il n'y aura pas de défaut parce que je l'ai testé et je sais ce que j'ai fait. Il faut une très bonne communication. On va en parler tout à l'heure. On va parler d'équipe intégrée. On va parler du fait que quand vous ouvrez un bug, je dis toujours, on allume le produit, on n'allume pas le développeur qui l'a fait. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir une communication le plus simple, le plus facile possible. Et c'est ce que demande l'agilité. Un des principes de l'agilité, ça va être de dire qu'on va privilégier la communication directe entre les développeurs et les testeurs. Si vous rajoutez le PO, vous avez même créé un Tres Amigos. On va essayer d'avoir un esprit d'équipe, justement parce que le meilleur moyen de se transmettre une information, c'est la communication directe. On va demander aussi aux testeurs, pour être plus efficace, d'avoir une réflexion, un esprit critique, d'avoir un pessimisme professionnel. On va être capable de se demander qu'est-ce qui peut mal se passer, comment je peux être sûr que je peux le tester de manière efficace. On va avoir par exemple des connaissances techniques aussi, la gestion de tous ces outils, la gestion des fois même d'un Jira, X-Ray, un fichier Excel, il faut déjà être capable de les utiliser pour en générer tous les indicateurs et tous les chiffres qu'on va vous demander. Et aussi une connaissance du domaine, il n'y a rien de mieux de pouvoir créer justement des cas de test ou de partager des cas de test sur des éléments qu'on connaît. Le testeur, il ne doit pas être vu comme un apporteur de mauvaises nouvelles, il doit avoir des bonnes compétences en communication. En fait, vous avez deux choix, soit vous arrivez dans le bureau des développeurs en jouant du clairon, en disant « oui, aujourd'hui c'est compliqué, il n'y a rien qui marche, c'est le bazar ». Ça va marcher une fois, deux fois, la troisième fois ils ont envie de prendre tout ce qu'il y a dans la pièce, un lampadaire, un arbre à chat et de vous le jeter au visage, ça marche moins bien. Ou alors vous pouvez faire du factuel sur les bugs, en disant voilà, je m'attendais à un résultat qui soit vert, j'ai un résultat qui est rouge, est-ce que c'est normal? Parce que n'oubliez pas, des fois c'est votre cas de test qui est pas à jour et c'est votre cas de test c'est vous en tant que testeur qui êtes dans l'erreur. Le but, c'est vraiment de travailler en symbiose avec les développeurs parce que chaque fois qu'on va corriger un défaut, c'est l'ensemble de la qualité du produit qui va être amélioré. L'équipe intégrée, c'est quoi? Ça va être de dire en Agile, souvent, on demande à colocaliser au même endroit les développeurs et les testeurs. C'est une des pratiques issues de l'XP, de l'Extreme Programming. Le but, c'est de pouvoir générer, toute l'équipe est responsable de la qualité, c'est de générer un incrément qui sera fini, qui sera potentiellement envoyable en prod. Et avant, dans le cycle en vrai, on avait souvent, c'était le testeur qui mettait sa tête et qui était responsable en cas de bug. T'as pas vu le bug, tu l'as laissé passer en prod, mais pourtant, non, en fait, c'est pas le testeur qui a mis le bug dans l'appli, c'est pas le développeur le développeur l'a codé, mais il l'a codé que de la manière dont il l'a compris. Et donc, en fait, maintenant, vraiment, dans l'approche équipe intégrée, on a vraiment cette notion où toute l'équipe s'engage sur un objectif commun qui est l'objectif du sprint, l'objectif de l'itération, et on vient se focaliser là-dessus pour réussir tous ensemble. C'est ça le but de l'équipe intégrée, c'est d'avoir un objectif de sprint et de réussir tous en même temps. C'est pour ça qu'ils doivent travailler en étroite collaboration.
Et pour travailler en étroite collaboration, ce qu'il faut aussi, c'est une indépendance du testeur. Une indépendance du testeur, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir, je vais vous faire, quand on est en formation, on fait de la haute technologie, on va prendre du Paint. Alors, Paint, je vais l'envoyer là. Pourquoi on va parler aussi d'indépendance du testeur? Parce que voilà, vous pouvez avoir le client qui va vous expliquer qu'il veut ça. Et ça fait une noix de coco. Si je vais la colorier, ça fera joli. Allez, une noix de coco. Ouais, en formation, je passe mon temps à dessiner, mais avec des marqueurs, je dessine mieux qu'avec PET. Donc, désolé, merci pour l'indulgence. Si ça, c'est ce que le développeur a compris. Et que, enfin, ça, c'est ce qui a été expliqué par le client. Et que ça, c'est ce que le développeur a compris. Mais en fait, il aura beau le relire 3 fois, 4 fois, 5 fois, il pourra toujours voir comment il a fait par rapport à comment il a compris. En fait, le but d'avoir la partie de gauche, c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a exprimé le client, c'est ce qu'a exprimé l'exigence, le besoin. La partie de droite, c'est ce qu'a développé le développeur. Il peut le relire 10 fois, à chaque fois, il verra que ce qu'il a compris, parce que ça s'appelle un biais cognitif, c'est absolument pas volontaire, et c'est pas lié au métier de développeur. Par contre, c'est un testeur indépendant, en fait, il aura la facilité de remettre en question certaines hypothèses et de regarder l'appli avec un regard neuf. Alors, les différents niveaux d'indépendance qui peuvent exister dans l'ISTQB, d'abord, ça va être un développeur qui relie son propre code. Après, vous avez un développeur de l'équipe qui va relire le développement fait par un de ses camarades, donc c'est ce qu'on appelle du pair programming. Le niveau d'indépendance, après, vous avez un testeur qui est intégré à l'équipe agile, donc en fait, lui, il est au courant de ce qui se passe, il est au courant des tenants et des aboutissants. Après, vous pouvez avoir une équipe QA au sein de l'entreprise. Et après, niveau indépendance élevé, vous avez un genre de TRA où vous envoyez directement tous vos cas de test. Chez SSID, par exemple, on a des équipes qui sont prêtes à les accueillir et à dérouler vos cas de test à votre place. Et en fait, ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu entre les avantages et les inconvénients de chacun. Pourquoi? Parce que si on a trop de cas de test qui sont expatriés, on peut avoir un côté où les développeurs vont s'éloigner un peu de la qualité en disant « Ouais, c'est pas grave, vu que quelqu'un d'autre va tester après nous ». Toutes les entreprises arrivent très bien à jongler entre les avantages et les inconvénients d'avoir plusieurs niveaux de tests avec plusieurs niveaux d'indépendance différents. Ça, j'en ai déjà parlé, justement. Les testeurs indépendants vont pouvoir avoir un œil critique, voir des différences sans être liées aux contraintes du projet. Puis voilà, dans les entreprises, en général, on trouve bien le juste milieu entre les avantages, les inconvénients. Et comme on est en ISTQB, tout est cumulable. Donc, je peux avoir plusieurs niveaux d'indépendance sur le même projet. Et ça, en fait, ce que je viens de vous donner là, c'est le contenu du chapitre 1.5. Désormais, vous voyez comment moi je fais, vous voyez à quel point je dessine mal, vous voyez, c'est pas grave, je vais continuer de dessiner et je vais continuer de dessiner mal parce que avec les marqueurs ça marche mieux, mais là j'ai pas le tableau. On a plusieurs sessions ISTQB Fondation 4.0 qui sont prévues, donc il y en a une début décembre à Lyon. On fait un mix présentiel et visioconférence, donc pour toutes les formations en fait, à chaque fois. Pour les gens qui sont dans la pièce, ils verront les schémas en live. Pour les autres, on s'arrange pour mettre le PC pour qu'il filme exactement les mêmes dessins que moi. Si vous êtes nombreux dans la même entreprise, appelez-nous et on viendra jusque chez vous. On vous fera des sessions sur mesure. Ça marche bien. Et les prochains événements prévus chez SSID, jeudi, pas de la semaine prochaine, jeudi de la semaine d'après, on organise sur l'île le retour des LTE, les Lille Testing Events, où en fait il y aura plusieurs conférences justement pour parler de guildes de test, pour parler d'IA, pour parler de place de l'IA. Il y a des ateliers qui sont prévus, donc vous pouvez encore vous inscrire justement si vous voulez participer à ces réunions, à ces conférences, ou si vous voulez venir nous rencontrer, on sera tous présents. Donc n'hésitez pas à venir et à vous libérer vos créneaux. Ça devrait être très sympa et on est vraiment en train de travailler fortement là-dessus. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis je vous dis à très bientôt.